Sur la route de l'Argolide, région montagneuse, nous découvrons le canal de Corinthe creusé en 1882 par une compagnie française. Longueur 6 km, largeur 25 mètres, profondeur 8 mètres, hauteur de paroi 80 mètres. Le site d'Épidore, érigé au IVe siècle avant Jésus-Christ, comprend les ruines du sanctuaire d'Esculape et le théâtre antique pouvant recevoir 14 000 spectateurs. L'acoustique est encore de grande qualité. Les ruines de la ville-forteresse de Mycène occupent un site sauvage sur une colline. Cette ville fut en plein essor entre 1600 et 1400 avant Jésus-Christ. La légende raconte que les murs épais de 3 à 8 mètres furent bâtis par les Cyclopes. Nous pénétrons dans l'acropole par la porte des Lionnes, au linteau colossal, taillé dans un monolithe de 4,50 mètres de long. En 1876, les fouilles de l'Allemand Henri Schiemann ont mis à jour les vestiges d'un cimetière entouré par une enceinte circulaire à double rangée de dalles formant une galerie couverte. 6 tombes ont été retrouvées. Elles contenaient les corps de 19 personnes ainsi que du mobilier funéraire somptueux et des objets en or, dont un masque supposé être celui du roi de Mycène. L'escalier d'honneur a conservé 18 marches. Il conduit au palais. D'après la mythologie, Mycène aurait été fondée par Persée, fils de Zeus et Danaé. À la dynastie de Persée succède celle des Atrides. Leur histoire compliquée a été racontée par Homère dans l'Iliade. Cette famille fut marquée par la vengeance et la fatalité. Le tombeau dit d'Agamemnon date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus grand et le plus beau des 19 tombeaux collectifs à coupole découverts autour de Mycène. Le triangle surplombant la porte était orné de marbre. La ville de Nauplie est dominée par le fort Palamède datant de 1700. Palamède, petit-fils de Poséidon et fils de Nauplios, était considéré comme le roi des inventeurs. Dans la vieille ville, de petites rues bordées de maisons de style, aux balcons ouvragés, conduisent à une grande place rectangulaire, la place de la Constitution. L'ancien entrepôt maritime vénitien est devenu un musée. Un large quai longe la mer et donne une vue superbe sur l'îlot Bourzi, fortifié au XVe siècle par les Vénitiens pour protéger l'entrée du port.
Nous embarquons sur un caïque, bateau traditionnel en bois, pour nous rendre sur l'île d'Hydra, qui compte 3000 habitants. La traversée dure 1 heure. Nous doublons l'île de Dokos, qui n'est habitée que par des chèvres sauvages. Puis nous longeons la côte rocheuse de l'île d'Hydra. Dissimulé au fond d'une crique, nous découvrons le port d'Hydra au dernier moment. Il est entouré d'anciennes demeures d'armateurs de style vénitien. Sur les quais, de modestes maisons de marins ont été aménagées en tavernes et magasins. Sur l'île, le transport est assuré par des ânes ou des mulets. Il n'y a aucun véhicule à moteur. Dans le village, nous visitons le monastère de Panaya et son église orthodoxe datant du XVIIe siècle. Nous grimpons à travers le village dans de petites ruelles pour nous rendre au sommet de la colline. L'île d'Hydra manque d'eau.
Aussi, depuis 1960, elle est approvisionnée par aqueducs sous-marins. Autrefois, il semble que le problème de l'eau était moins important. Des citernes recueillaient l'eau de pluie. Μια μέρα ρίχνει ο χρόνος βαρύ χειμώνια, δεν το στοχάζει. Depuis le port, une promenade amène au belvédère où des canons du XIXe siècle gardent l'entrée de la rade. En poursuivant le chemin côtier, nous apercevons le petit port de pêcheurs de Camigna abrité dans une crique. Nous reprenons le bateau pour aller sur l'île de Spetze, 4000 habitants, plus étendue et moins rocheuse que l'île d'Hydra. En suivant les quais, nous passons près du monastère Aios Nikolaos, dominé par un campanile. Puis nous arrivons au vieux port où se trouvent les chantiers navals. L'héroïne de l'île au XIXe siècle, appelée Bouboulina, eut une histoire mouvementée et tourmentée. Sa statue trône sur le port. Par une allée de cyprès, nous accédons au monastère orthodoxe de Sainte Anarira, encore habité par une dizaine de religieuses, construit au XIe siècle sur un sanctuaire d'Esculape, dédié à saint Côme et saint Damien, patron des médecins. Dans la cour se trouve une source dont l'eau a des vertus curatives. Porto Eli est une ancienne bourgade de pêcheurs devenue une importante station balnéaire. Son port, abrité au fond d'une baie, est le point de départ pour des croisières dans les îles. Quillada possède un chantier naval construisant des caïques, bateaux traditionnels en bois.
Situé dans un cadre pittoresque, le village de pêcheurs de Quillada offre des scènes de la vie liées aux activités du port. Nous pouvons voir des poulpes séchant au soleil, des pêcheurs réparant leurs filets et d'autres naviguant dans leurs barques. Hermioni, ancien évêché byzantin, est aujourd'hui une station balnéaire et un port de pêche. Prospère autrefois grâce au commerce du porphyre, coquillage qui donne la teinture rouge. Journée safari en 4x4. Nous sommes de retour à Hermioni pour le marché hebdomadaire. Τρία ζευγάρια και 1.000 και ψηλές από εδώ φίλε. Au cours de la journée, nous verrons des champs d'oliviers qui sont une des principales ressources de l'agriculture grecque. Depuis un promontoire, nous admirons le panorama sur la presqu'île de Costa et la villa d'un milliardaire. Une petite chapelle nous ouvre ses portes et nous sommes surpris par le nombre d'icônes ornant les murs. Le long de la côte, une ferme aquacole s'est installée pour l'élevage des dorades. Image de la vie des bergers et de leurs troupeaux de chèvres. Cette activité s'adapte à ce terrain rocailleux et à sa végétation. Nous essayons de voir toujours plus loin et n'hésitons pas à grimper au sommet d'une tour de guet pour admirer le paysage. Ça a l'air pas très solide ce truc. Non, ça a l'air pas solide du tout. Ça a pas l'air solide du tout.
C'est l'heure de l'apéritif. L'arrêt Ouzo s'impose sur une belle plage de sable fin. Qu'est-ce qu'on est bien, ça. D'habitude, je m'arrête à une autre plage. Oh, faut que tout le monde prenne son verre. Pour éviter que... Ah oui, Une autre chapelle sur un autre promontoire, depuis laquelle nous avons une vue sur le village de pêcheurs de Quillada. Juste après le village de Didima, on aperçoit à flanc de montagne une énorme cavité. Il s'agit d'un cratère qui pourrait avoir été formé par la chute d'une météorite. Un autre cratère, invisible de loin, est accessible par un escalier. Dans la cavité de 100 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur, 2 petites chapelles ont été installées. Ce chemin escarpé mène à une source et des vestiges découverts récemment à la suite d'un glissement de terrain. Jamais su pourquoi ça s'appelait la petite chambre. Je me rappelle Mariaki et ils ne savaient pas pourquoi ce lieu dit s'appelait la petite chambre. Et ils sont tombés là-dessus. L'ancien monastère de Ayios Dimitrios semble accroché au flanc de la montagne. L'église est bien entretenue, pourtant l'endroit est isolé, loin de toute habitation.
Kalispera? Kalispera. Nous finissons notre journée 4x4 à Hermione. Nous allons au moulin qui domine le village pour avoir une vue panoramique sur la baie. Nous arrivons à la cité médiévale de Monemvasia après 3 heures de navigation en caïque. Monemvasia est située sur une presqu'île. Un isthme étroit permet d'accéder à la ville bâtie sur un rocher haut de 300 mètres. Une seule porte d'entrée dans le Castro, ville basse, conduit par une rue étroite à la Grande Place. 40 églises ont été édifiées à Monemvasia entre le XIVe et le XVIIe siècle. La montée à la citadelle se fait par un chemin étroit, en lacet. Au sommet du rocher, les vestiges du château dominent la ville basse. Sanctuaire principal de la ville haute, Hagia Sophia est une église byzantine posée sur le bord de la falaise. Cette ville médiévale est entourée de remparts construits par les Byzantins. La ville passa successivement aux Byzantins, aux Francs, aux Turcs et aux Vénitiens qui chacun leur tour ont amélioré les fortifications.
Au lever du jour, nous partons en hydroglisseur pour Athènes. Nous faisons un arrêt à l'île de Poros. La ville étage ses maisons blanches sur une colline, face au port abrité dans une rade aux eaux calmes. Nous arrivons à Athènes, au port du Pirée, dans lequel trônent de nombreux et luxueux yachts. Nous débarquons dans l'un des 3 ports du Pirée, le port de Zéa. Il est installé dans une anse quasi circulaire. Dans l'Antiquité, il fut un grand port de trières, bateau de guerre ayant 3 rangs de rameurs. De nos jours, il peut accueillir 300 bateaux de plaisance. La ville d'Athènes est très peuplée, environ 4 millions d'habitants sur les 10 millions que compte la Grèce. Aussi, il y a souvent des problèmes de circulation, sauf par chance aujourd'hui. Le stade olympique a été construit pour les Jeux olympiques de 1896, à l'emplacement et selon les plans du stade antique, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces gradins de marbre blanc peuvent accueillir 70 000 spectateurs. La place de la Constitution est dominée par le Parlement, ancien palais royal édifié par Othon Ier de Bavière. Plusieurs bâtiments ont été construits au XIXe siècle en marbre blanc, selon le style néoclassique. L'université est le bâtiment le plus ancien. L'académie, à l'aspect d'un temple ionique, est encadrée par 2 colonnes surmontées des statues de Athéna et Apollon. La Bibliothèque nationale, quant à elle, évoque un temple dorique. L'Acropole, ou ville haute, occupe le sommet d'un rocher abrupt de 156 mètres de hauteur.
Elle est composée de vestiges de plusieurs époques. Les plus anciens remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ont besoin d'une grande imagination pour reconstituer ces monuments de l'Antiquité. Ainsi, au sommet, le Parthénon, le temple d'Athéna Parthène. Une reconstitution de l'acropole à l'époque romaine, au IIe siècle après Jésus-Christ, permet d'avoir une vue d'ensemble du site. L'Odéon, terminé en 161 avant Jésus-Christ, porte le nom de Hérode Atticus, qui le fit ériger. La façade romaine est assez bien conservée. Les gradins ont été restaurés et aménagés pour des spectacles. Ils peuvent contenir 5 à 6 000 personnes. Le peuple qui réfléchissait sur les lois, il les exécutait, il faisait des élections. Ainsi, il y avait Les propylées constituent l'entrée monumentale de l'acropole. Ils sont l'œuvre de l'architecte Mnésiclès au 5e siècle avant Jésus-Christ. Construites dans le marbre, les colonnes sont de style dorique. L'aile gauche contenait la pinacothèque. Par l'aile droite, on accédait au petit temple de Athéna Niké. Le corps central s'ouvrait sur un vestibule fermé par 5 portes de bois. Celle du centre donnait accès à la voie sacrée. Le Parthénon, temple dédié à la déesse Athéna Parthénos, est entièrement bâti en marbre. Il mesure 70 mètres de long pour 31 mètres de large et 20 mètres de haut. Il a été édifié sous Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les frontons, garnis de sculptures polychromes, se trouvent maintenant au musée de Londres. Ces 46 colonnes de style dorique enveloppent le naos ou cella, dans lequel se trouvait une statue d'Athéna, haute de 12 mètres. Les architectes antiques ont remarquablement corrigé les effets d'optique dus aux lignes droites parallèles, en donnant aux colonnes et aux intervalles entre les colonnes des dimensions variables. Les Rectéions est un élégant petit temple dédié à plusieurs cultes, bâti autour de l'olivier sacré d'Athéna. Il a été terminé en 407 avant Jésus-Christ. La tribune des Cariatides est un ornement constitué de 6 statues de jeunes filles de plus de 2 mètres de haut, remplaçant les colonnes pour soutenir l'architrave. Le Théséion, temple dorique du 5e siècle avant Jésus-Christ, domine l'agora, centre de la vie publique athénienne dans l'Antiquité. C'était un lieu de culte à Héphaïstos, dieu des forgerons. Depuis l'acropole, la vue s'étend du vieux quartier de la Plaka jusqu'au mont Lycabette, colline de l'Observatoire.